Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent. Le bonus-malus fiscal écologique. Et travailler plus, c'est aussi travailler plus nombreux. L'ISF climatique, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet de combiner deux sujets importants entre eux. D'un côté, la crise des inégalités et de l'autre, les crises écologiques. Simplement, l'ISF, ça porte sur une question qui est le patrimoine, qui est la richesse. Il y a une autre question très importante qui est la question du revenu. C'est très important, à mon avis, en France, d'avoir une fiscalité sur le carbone, mais il faut que ce soit une fiscalité sociale écologique. C'est-à-dire il faut que ce soit une fiscalité qui prenne en compte le fait que, à la fois, les riches émettent beaucoup plus que les pauvres, et les pauvres ont beaucoup plus besoin d'énergie dans leur budget, ou plutôt l'énergie représente beaucoup plus dans leur budget que les riches. Si vous mettez une taxe sur l'énergie sans faire une compensation sociale, vous allez renforcer les inégalités sociales. Ça peut être une bonne idée. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un substitut au fait de faire une fiscalité carbone en France qui soit sociale écologique. Le seul problème, c'est que c'est encore plus compliqué à faire à la frontière de l'Union européenne qu'en France, et notamment pour les questions d'unanimité sur les questions fiscales. On a effectivement un problème d'émissions de carbone importées d'autres pays dans lesquels les fiscalités et les réglementations du carbone sont moins importantes qu'en France. Ça ne doit pas faire oublier que le problème majeur des émissions françaises, c'est un problème français de mobilité et de transport. Donc il ne faut pas que la fiscalité aux frontières de l'Union européenne devienne un substitut à une réflexion sur la fiscalité du carbone en France en général. Écoutez, bienvenue en 1944. Le plein emploi dans une société libre, c'est l'objectif qui est défini en 1944, donc ça fait quand même 80 ans, par ce qui est à l'époque la social-démocratie naissante, et où on dit finalement la croissance économique, ça permet le progrès social, et la grande médiation entre la croissance économique et le progrès social, c'est le plein emploi qui permet d'avoir une société qui est apaisée, une société dans laquelle il y a de la mobilité sociale, les enfants réussissent mieux que les parents, etc., etc. On peut avoir des sociétés de plein emploi dans lesquelles le plein emploi veut dire travailler tout le temps. C'est une erreur stratégique et c'est une régression. Il y a une réflexion à avoir sur la qualité de l'emploi, sur le sens de l'emploi que le Covid a mis en lumière. C'est la question du mieux emploi ou de l'emploi qui a pleinement du sens. On sait que les Français sont très productifs, donc la réduction du temps de travail est une des stratégies possibles pour précisément avoir un monde beaucoup plus vivable du point de vue social écologique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par grande sécu. La grande sécu au XXIe siècle, c'est la question écologique. C'est comment est-ce qu'on fait rentrer le défi écologique dans le champ de la protection sociale. On sait qu'en France, on aura des canicules à un horizon peut-être extrêmement rapproché, quelques semaines, quelques mois, de toute façon quelques années, et que ces canicules vont frapper extrêmement durement des populations vulnérables, notamment les personnes âgées isolées, et des gens qui ont été durement éprouvés par le Covid. Donc c'est une bonne idée au sens, oui, il faut réinventer la sécurité sociale au XXIe siècle, mettre au service de la couverture de nouveaux risques le génie économique de l'État-providence et le génie économique de la protection sociale, mais il ne faut pas le faire en se limitant à l'obsession absolue des comptes. Donc l'enjeu, effectivement, est bien de remettre la main sur la question de l'énergie, mais non pas de définir ça comme la propriété publique d'entreprise, c'est la question de la propriété commune d'un bien qui est l'énergie. Donc c'est pas tant la question de nationaliser que de faire de l'énergie un bien commun. Or, on voit à quel point les privatisations, les délégations, l'ouverture à la concurrence, etc. n'ont absolument pas amené les baisses de prix qui étaient annoncées, au contraire. Là, on a vraiment la proposition emblématique sociale xénophobe par excellence, qui est utiliser l'idée de la prestation sociale pour en faire une arme de discrimination à l'égard d'une catégorie de la population. On va retirer aux étrangers, mais rapidement aussi aux mauvais Français, aux gens d'origine immigrée, aux immigrés qui vivent sur le territoire français, etc., des prestations sociales qui seraient non contributives, auxquelles donc ils n'auraient pas contribué mais qu'ils recevraient, pour les redistribuer vers des bas salaires en France, comme si c'était une solution aux inégalités sociales.
Le problème, c'est de définir ce qu'est une première nécessité. C'est très important. On ne fera pas de transition sans sobriété. Il faut effectivement réfléchir en termes de sobriété. Et réfléchir en termes de sobriété, c'est réfléchir en termes de besoins essentiels. Donc, réorienter la fiscalité sur la question des besoins essentiels, c'est une très bonne idée. Mais il reste à définir ce que sont ces besoins essentiels et à bien comprendre que les besoins essentiels, ils sont universels. C'est pour tout le monde. Donc, c'est en fait une logique de solidarité. Cette proposition est bienvenue parce qu'elle reconnaît ce problème-là, mais je crois qu'elle nomme pas suffisamment les choses et pas suffisamment fortement les choses. La triste réalité française, c'est que pendant des siècles, la pauvreté a concerné les âges âgés. On a réussi à vaincre la pauvreté chez les personnes âgées en inventant des systèmes de protection sociale et qu'on découvre aujourd'hui que ces systèmes de protection sociale ont un oubli absolument fondamental qui sont les jeunes. Le problème du revenu d'autonomie, c'est que c'est un petit peu contradictoire. D'un côté, on donne du revenu, mais on voudrait l'autonomie et en même temps, on ne désigne pas la question fondamentale qui est la question de la pauvreté. C'est pas tellement la question de l'autonomie. Si vous voulez, quand on a le choix entre manger ou pas manger, ou entre manger et payer le loyer de sa chambre d'étudiant, c'est pas une question d'autonomie, c'est une question de survie.